Aujourd'hui, le sujet central, c'est la data, et on va y revenir, Occitanie Data. Alors, la data, c'est beaucoup de discussions aujourd'hui. Je vais juste y mettre des mots introductifs. Pour moi, c'est un patrimoine, au même titre que, je l'ai dit déjà, la terre, la mer, l'espace. Mais avec la donnée, il y a aussi actuellement une notion de sécurité, de cyberattaque. On en parle tous les jours. On a aussi un mot qui est attaché, qui est souveraineté. On a aussi d'autres mots tels que la donnée, c'est l'or noir. Alors évidemment, derrière, il y a valorisation. Et puis on a aussi la donnée, ça fait tourner l'éthique, parce que ça fait tourner, pardon, l'intelligence artificielle, parce que du coup, c'est l'or noir de l'intelligence artificielle. Et puis dans la donnée, il y a aussi toute la notion de partage. Et évidemment, sous-tendu à tout ça, il y a toute une notion d'éthique. Alors du coup, au programme d'aujourd'hui, la Factory Digital Health de Digital 113 en partenariat avec Occitanie Data, on vous a convié à un atelier afin de justement découvrir avec Occitanie Data les enjeux économiques et les enjeux éthiques des données de santé. Alors, Occitanie Data, en deux mots, les responsables que je vais présenter vont faire ça beaucoup mieux que moi, mais je voudrais juste dire quelques mots. D'abord, pour moi, Occitanie Data, c'est le tiers de confiance et l'espace de confiance de la donnée, alors aujourd'hui en Occitanie, mais sur toute la France, parce que c'est déjà le cas, et en plus la vocation d'Occitanie Data, c'est de s'étendre. Alors Occitanie Data, c'est aussi une charte éthique, et ça, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on va en reparler, parce que les chartes éthiques sur la donnée, ben, on en a en tout cas pas beaucoup de cette qualité-là opérationnellement, alors philosophiquement bien sûr, mais opérationnellement. Et ça, je pense que c'est très important. Et Occitanie Data, c'est aussi ben, une transformation actuelle. On nous en parlera puisque Occitanie Data va devenir Equitia. Et donc, les personnes qui sont là vont nous reparler de tout ça. Donc, dans cette présentation, plusieurs temps. Mon petit propos introductif, il est terminé. Ensuite, Eliane va nous donner quelques éléments de Digital 113 et on aura le plaisir d'accueillir et l'honneur aussi Bertrand Montubert, qui est le président d'Occitanie Data. Je rappelle, mais tout le monde le connaît, il est conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Bertrand, merci d'être là. Bonjour, rebonjour et Avec, merci d'être là. Et on a aussi le avec plaisir plaisir, bonjour. d'accueillir Olivier Oradou, qui est le directeur d'Occitanie Data. Et je peux vous dire que en 2 ans et demi ou 3 ans, parce que le temps passe très vite, je ne sais plus si c'est 3 ans maintenant, Occitanie Data s'est imposé dans le paysage et il y a des choses super sympas qui ont été faites. Donc ça va être la première partie, Occitanie Data. On aura le plaisir d'accueillir ben aussi après Grégoire Mercier qui anime avec moi la commission santé Digital 113 et avec d'autres parce que l'animation, vous savez, c'est évidemment les salariés de Digital 113 que je remercie et les bénévoles qui font vivre le système aussi. Et donc Grégoire Mercier, lui, il est médecin, il est au CHU de Montpellier, il est cofondeur de CanopyMed et il nous montrera avec Occitanie Data comment est-ce qu'on est en capacité de créer des synergies sur des thématiques autour de la donnée entre ben, Occitanie Data et une entreprise privée associée au départ avec un CHU. Donc, c'est un très beau maillage tripartite entre trois structures qui sont en train de faire de très belles choses dans des domaines qui ont beaucoup d'intérêt pour nous. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est que, bah, Eliane, tu nous redonnes quelques éléments de perspective de Digital 113, et ensuite, je céderai la parole, s'il le veut bien, officiellement à Bertrand. Parfait, merci Jean-Louis. Alors, je vais partager mon écran. J'ai prévu une petite présentation. Hop, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors, non, là, vous ne le voyez pas dans ma présentation. Non, pas pour l'instant. Ne s'affiche pas. Donc, petit problème technique. Hop, ça y est. Parfait, ça marche. Donc, Digital 113, hein, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le cluster du numérique en Occitanie. Nous fédérons aujourd'hui 350 entreprises adhérentes et nos actions sont
donc, tourne autour de 5 axes que sont l'innovation et transformation, business et croissance, stratégie financement, recrutement, diversité et international. Et toutes nos actions sont bâties sur chacun de ces 5 axes. Donc, on voici donc quelques exemples donc d'actions concrètes pour tout ce qui est donc autour donc, de innover, trouver des partenariats, s'inspirer. Nous montons des actions autour donc, de tout l'axe recrutement. Faire du business en France et à l'étranger, travailler la stratégie, obtenir donc des financements sur l'axe financement. Et donc, nous avons également donc, différentes offres de services pour vous faire connaître également. Digitalize Future, c'est notre nouvelle ligne éditoriale qui a été lancée en décembre. Donc là, on a une programmation trimestrielle sur un sujet filière. L'idée étant de découvrir les besoins des autres filières. On est au cœur de la transformation numérique. Et dans le cadre de notre programmation, donc là qu'on a définie sur les 18 prochains mois, il y a la saison 3 qui sera dédiée à la filière santé. Donc la saison 3, la saison 3 portant sur la filière santé donc, sera abordée en septembre. Vous pouvez suivre toute cette programmation sur la plateforme dédiée Digital is Future. Donc, vous avez mon contact et vous avez tous les événements sur notre page agenda Digital 113. Super, merci Eliane. Je passe la parole à Bertrand et j'en profite pour remercier la région, puisque la région, c'est un soutien fort pour Digital 113. Donc, merci, et là, c'est au titre de conseiller régional que je m'adresse. Maintenant, je me tais. Bertrand, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Louis, merci Eliane, et bravo d'ailleurs à Digital 113, parce que Digital 113, ça fait combien de temps que vous existez maintenant sous cette marque-là? Ça doit faire même pas 2 Sous ans. cette marque-là, ça fait 2 Ah ans non, maintenant. ça fait 2 ans, donc là C'est aussi ça. très, très jeune, mais qui s'est imposé dans le paysage, donc c'est évidemment important, et évidemment Digital 113 est un membre actif d'Occitanie Data, et Jean-Louis en particulier l'est avec Simon Bretin, aussi vice-président de Digital 113. En tout cas, moi je suis très heureux que nous puissions avec Olivier intervenir, donc comme on n'est pas très nombreux, et c'est bien, on va pouvoir avoir un échange assez libre, hein, c'est l'objectif. Donc, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est Occitanie Data, pourquoi est-ce qu'on a créé Occitanie Data, ce sur quoi on travaille concrètement, ce qu'on peut apporter aussi aux entreprises dans le contexte donc, de l'économie de la donnée. Et évidemment, tout à fait ouvert, poser des questions, n'hésitez pas. Pour que ça puisse répondre. Je vois que Magali Germont aussi est là. Bonjour Magali, qui est aussi un membre actif d'Occitanie Data. Voilà, Occitanie Data, c'est une association qui n'a pas 3 ans, qui n'a pas 2 ans et demi, puisqu'elle a maintenant 2 ans et même pas 2 mois. Ah si, 2 ans et 2 mois. Elle a été fondée en janvier 2019. Sous forme d'une association de préfiguration. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire en fait? On partait en fait d'un constat qui est assez banal malheureusement, c'est que on a de plus en plus de données, on a beaucoup d'acteurs de la donnée dans notre région, des acteurs aussi bien économiques évidemment, des acteurs qui produisent de la donnée, des acteurs qui travaillent sur la donnée à partir des données produites par d'autres. Des chercheurs, des institutions publiques, mais pour autant, on avait plusieurs grands types de problèmes. Premier problème, d'abord, un écosystème finalement qui ne se connaît pas tant que ça, et donc qui peut avoir du mal, en particulier, à trouver les données dont ils ont besoin. Mais il y a un deuxième problème qui est aussi important, si ce n'est plus, c'est que très souvent, quand ces acteurs veulent avancer sur leur projet, sur leur use case, eh bien, ils ont des éléments de blocage pour pouvoir le faire. Et ils ont des éléments de blocage parce que très souvent, en tout cas dans les prémices de la montée de ce qu'on a appelé le big data, on n'utilise plus trop ce mot pour plein de raisons, mais sur lesquelles on pourra éventuellement revenir si vous le souhaitez, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes. Il y a eu une forme d'engouement en disant mais finalement, chacune des organisations a des tonnes de données qui sont inexploitées, et avec cette image de l'or noir. L'or noir, c'est un peu ce pétrole enfoui sous la terre
on l'a dans notre territoire, mais on ne sait pas qu'on l'a. Et avec cette idée que finalement, en allant creuser un puits, eh bien, on va pouvoir faire jaillir l'or noir et on va pouvoir créer de la valeur à tout niveau, de la valeur sociale, de la valeur économique, pourquoi pas. Et en fait, cette image, elle s'est vite fracassée à une réalité, c'est que, d'abord, oui, c'est vrai qu'il y a des données qui sont enfouies et dont on peut faire des choses importantes, mais très souvent, les organisations, elles ont besoin pour leur traitement de données aussi des données des autres. Ça ne suffit pas d'avoir leurs propres données. Et d'ailleurs, on connaît bien ce phénomène au niveau mondial parce que c'est comme ça que les GAFAM se sont en grande partie constitués, c'est-à-dire autour de l'acquisition de plus en plus de données, à des fins qui, pour l'essentiel, sont finalement de s'ancrer dans un modèle économique alimenté sur la publicité, donc de connaissances très très fines des goûts de chacun d'entre nous en réalité, pour pouvoir faire du ciblage publicitaire. C'était pour ça, mais donc derrière, acquérir énormément de données. Et comment ils font pour acquérir toutes ces données? Ils vont carrément racheter des entreprises qui ont créé des services, qui ont beaucoup d'usagers, et à travers les services et ces usagers, eh bien, ils ont une connaissance plus fine de ces usagers, et donc ils vont pouvoir faire un meilleur ciblage publicitaire, et donc ils vont pouvoir augmenter leurs revenus. C'est comme ça que Google a pris une telle ampleur, et donc encore une fois, par la constitution et un rachat de beaucoup d'activités. YouTube, par exemple, évidemment, qui a été racheté par Google, au départ, était un service qui avait été monté de manière complètement indépendante. Le point en Europe, c'est qu'on ne peut pas lutter sur ces bases-là. Très clairement, la constitution du nouveau Google, je n'y crois pas trop au niveau européen et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit souhaitable. Donc, quelle est l'alternative? Eh bien, l'alternative, il me semble, c'est au contraire d'arriver à trouver des conditions dans lesquelles on peut faire coopérer ensemble des acteurs qui peuvent avoir un intérêt à porter des cas d'usage en commun, mais d'une manière équitable entre eux. Et pour ça, ça suppose de lever un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle à lever, au fond, c'est si plusieurs organisations veulent ensemble travailler sur un cas d'usage commun, et donc un traitement de données qui va avoir recours à leurs données qui viennent des différentes organisations, est-ce qu'elles ont la possibilité de le faire? Je ne parle pas là de la possibilité technique. Il y a bien entendu des questions d'interopérabilité qui sont importantes et d'ailleurs très souvent minorées. Et je ne veux pas le faire, même si je ne vais pas le développer. Il y a un sujet technique de nettoyage des bases de données, d'interopérabilité, encore une fois. Mais il y a d'autres sujets qui ne sont pas du tout d'ordre technique. C'est tout simplement, si j'ai des données en particulier, dès qu'elles vont être un minimum sensible, comment je le fais très concrètement, ce traitement de données? Est-ce que ça suppose que je transfère mes données à un autre acteur? Ah oui, mais si je transfère mes données à cet autre acteur, il y a un risque de perte de confidentialité sur des données qui peuvent être sensibles. Donc très souvent, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors éventuellement, on va passer par des processus d'anonymisation, etc., mais qui sont eux aussi souvent des problématiques parce qu'ils vont dégrader en fait la qualité de l'information qu'on a et à la fin, on se retrouve avec des traitements statistiques qui sont bien moins bons et qui éventuellement, je pourrais donner un exemple là-dessus, dans le domaine de la santé justement, peuvent conduire à ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, le premier obstacle en fait à lever, c'est les conditions, on va dire, éthiques et juridiques pour pouvoir croiser la donnée. Et je ne vais pas tant parler d'ailleurs du juridique, mais plus de l'éthique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on croit souvent qu'on est bloqué pour pouvoir utiliser des données personnelles dans le cadre de certains traitements, mais pourtant, le RGPD, la loi informatique et liberté, qui décline aujourd'hui le RGPD, permettent l'utilisation de données, même en dehors de ce pourquoi le consentement d'utilisation a été donné, dès lors qu'il y a une fin d'intérêt public, de recherche scientifique, etc. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça paraît simple, mais en fait, ça ouvre tout un champ. Parce que le RGPD prévoit donc une exception. Maintenant, quand est-ce qu'on vérifie qu'on est bien dans cette exception? Parce que, et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas parce que quelque chose va être de l'ordre de la recherche scientifique qu'on peut faire n'importe quoi. Bon, je suis chercheur, j'ai beaucoup de confiance dans les chercheurs scientifiques. C'est important qu'il y ait une éthique de la recherche et qu'il y ait un cadre déontologique et éthique par rapport à ce qu'on fait. On le sait d'ailleurs,
la plupart des travaux scientifiques doivent passer devant des comités d'éthique, hein, dès lors qu'ils ont trait à l'humain, que ce soit sur des méthodes interventionnelles ou non, hein, puisqu'on est dans le domaine de la santé, vous devez connaître ça extrêmement bien. C'est évidemment essentiel. Et donc, très rapidement, on n'est plus dans une seule question juridique, on est en fait dans une question éthique. Dit autrement, est-ce que l'opération que j'ai envie de faire, le traitement de données que j'ai envie de faire, est-ce qu'il est légitime ou est-ce qu'il ne l'est pas? Maintenant, sur quelle base on se fonde pour savoir s'il est légitime? Il y a des lois de bioéthique, mais il n'y a pas des lois de data éthique. Donc, il a fallu qu'on construise quelque chose parce que, de manière assez surprenante, dans le domaine de l'éthique de la science des données, et non pas de l'éthique de l'intelligence artificielle, hein, je vais faire la distinction, on n'avait pas véritablement de corpus éthique sur lequel s'appuyer. Ça a été d'ailleurs une surprise, hein, parce qu'au fond, on aurait pu l'imaginer, quand on a lancé ces travaux, c'était il y a 2 ans, il y avait plein de débats sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, où est-ce que je mets la limite un peu entre les deux? Parce que c'est 2 choses qui vont très bien ensemble. La data va notamment nourrir les algorithmes de l'intelligence artificielle. Là où je fais la différence, c'est qu'on va dire sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'éthique de l'intelligence artificielle, on va beaucoup s'intéresser à la question des algorithmes et en particulier de la décision autonome, donc avec des schémas. Et on a d'ailleurs des chercheurs toulousains qui sont de toute première importance. Je pense en particulier à Jean-François Bonnefond, qui est à la TSE, hein, et qui s'est rendu célèbre sur les enquêtes qui ont été faites au niveau international sur le véhicule autonome. Et finalement, comment est-ce qu'on peut programmer le véhicule autonome pour qu'il fasse des choix éthiques dans des situations qui, a priori, posent des conflits de valeurs extrêmement importants. On l'a vu, hein, le véhicule autonome, s'il doit foncer, est-ce qu'il va tuer son passager ou est-ce qu'il va foncer sur des personnes? Est-ce qu'on doit faire ça en fonction de l'âge des gens qu'on risque d'écraser, etc., etc. Donc, il y a plein de réflexions éthiques qui sont d'ailleurs très intéressantes et importantes sur la question de la décision autonome, mais sur la question de l'éthique de la donnée elle-même et de son utilisation, il n'y avait pas. Donc, on a travaillé, ça a été un premier axe de travail, sur la création d'une charte éthique de l'économie de la donnée, qui a été faite en collaboration très étroite, je dirais même sous la direction d'Emmanuel Riel-Sebag. Ça me sort de la tête. Tu sais, pour la journée d'ergothérapie à Caen, on va faire couper le micro à Nicolas Monnier. En fait, là, je suis en train de rendre. Merci. Voilà, donc une charte éthique qui a été travaillée dans le cadre de la commission éthique. Hein. D'ailleurs, Jean-Louis a participé à ces travaux et donc sous la direction d'Emmanuel Riel-Sebag, qui est directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste d'éthique de la santé, titulaire de la chaire UNESCO, éthique, sciences, société, et donc avec un groupe animé par Emmanuel. Cette première charte éthique a été construite. Elle a été mise aussi en débat avec les citoyens. On y reviendra éventuellement plus tard. Donc, premier obstacle, la question éthique. Et ce premier obstacle, on l'a commencé à le lever. Je ne sais pas qu'on l'a complètement levé, ça serait vraiment extrêmement prétentieux de dire ça. On a commencé à le lever en créant cette charte éthique, qui est un des rares documents au niveau international sur ce domaine-là, et qu'on a pu mettre en œuvre de manière très concrète dans l'accompagnement de projets. Et on pourra en reparler tout à l'heure avec Grégoire Mercier, puisque justement, Grégoire a porté un projet sur lequel il y a eu un premier accompagnement avec lui. Il y en a un autre avec la région Occitanie sur un projet sur l'emploi-formation et d'autres qui sont en cours. Deuxième grand obstacle, la question économique. Comment fait-on pour avoir un partage économique, un partage équitable de la création de valeur, s'il y a création de valeur, à partir d'un traitement de données qui va recourir aux données de plusieurs organisations. Je l'ai dit tout à l'heure, le modèle des GAFAM, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas un modèle coopératif, on l'a bien compris, c'est un modèle agrégatif, c'est un modèle où en gros, on va absorber les entités dont on veut les données, ou alors on va récupérer de manière gratuite des données contre un service qui, de fait, est un service efficace. Donc voilà, comment on arrive à passer dans un autre modèle que celui-là, et ça c'est l'objet du travail sur le modèle économique. Et puis, troisième pilier dans notre travail, c'est le travail sur les use cases. On a, dès le début, commencé à identifier des cas d'usage sur lesquels on voulait à la fois se lancer et rendre service, hein, en fait, très concrètement à nos membres, faire émerger aussi
les problématiques très concrètes, hein, telles qu'elles naissent dans ces cas d'usage, pas simplement être sur des thématiques abstraites. Et puis, évidemment, tester sur ces cas d'usage les objets théoriques qu'on a produits. On a l'exemple que je vous ai donné à l'instant. Hein. On a créé cette charte éthique, on a un côté un peu théorique d'une certaine manière, on l'a mise en pratique opérationnellement sur des cas d'usage pour vérifier que ça résistait bien d'une certaine manière au passage à la pratique, et c'est évidemment essentiel. Et on est aujourd'hui en train de travailler sur plusieurs cas d'usage et de travailler à l'accompagnement de projets autour de différentes thématiques, qui peuvent être des thématiques de mobilité, qui peuvent être des thématiques de données environnementales, des thématiques de santé, des thématiques agricoles, par exemple. Donc voilà, en gros, sur le pourquoi d'Occitanie Data. Peut-être quelques mots sur le avec qui Occitanie Data, je pense que c'est important de le dire. Occitanie Data, c'est une structure qui rassemble aujourd'hui, alors Olivier, 39, demain 44, c'est ça hein 39 aujourd'hui et notre CA du 31 mars a 4 nouvelles demandes à valider, donc 43 potentiellement. 43. Présager des votes. 43. On était 19 au tout début. Et ce qui est important, c'est que nous avons un équilibre entre... Pardonnez-moi juste une seconde. Voilà. On a un équilibre entre des structures privées, qui peuvent être aussi bien des startups que des grands groupes. Hein, donc, en gros, de Canopy Med, qu'on verra tout à l'heure, à Atos, Orange ou Soprasteria. Des entreprises d'ailleurs qui sont, pour certaines, des entreprises du numérique et d'autres qui ne sont pas spécifiquement des entreprises du numérique, hein, mais qui sont intéressées évidemment par leur transformation numérique. Nous avons aussi des institutions publiques. Elles peuvent être nationales, hein, comme l'IGN par exemple. Elles peuvent être territoriales, comme bien entendu le Conseil régional, mais aussi les métropoles de Toulouse et de Montpellier ou le SICOVAL. Et elles peuvent être académiques, comme le CNRS, des universités ou le CNES. Le CNES étant un peu intermédiaire au milieu de tout ça, où on a aussi l'IRT Saint-Exupéry. Voilà, donc ce mélange est absolument essentiel parce que les problématiques que nous posons, le type de données d'ailleurs dont on a besoin, ben, finalement, va faire appel toujours à ces différentes catégories, au fond, d'acteurs. Et Bertrand, désolé de te couper, juste une catégorie d'acteurs que tu as oublié et je me permets de rajouter qui sont importants, c'est toute la partie cluster, pôle et association. Donc évidemment, Digital 113, on l'avait mentionné, mais c'est le cas également d'Aerospace Valley, d'Agropolis International, du pôle de compétitivité mer Méditerranée, ou encore d'OpenIG, par exemple. Voilà, il y a aussi toute cette catégorie d'acteurs qui sont aussi des représentants de plein d'écosystèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Exactement. Exactement. C'est une catégorie d'acteurs effectivement très, très importante pour faire émerger les besoins d'un secteur d'activité, par exemple, et puis évidemment être aussi un relais vers leurs adhérents. Voilà, donc Occitanie Data, en 2 ans, on n'a pas chômé hein, d'une certaine manière, puisqu'on partait de pas beaucoup en tout cas, ensemble. Hein, chacun des membres, bien entendu, était très engagé. Et aujourd'hui, on a pu... d'une part, commencer à constituer l'équipe, travailler sur des premiers cas d'usage, avoir des productions comme la charte éthique, intervenir dans des débats au niveau national, européen ou international. C'est de plus en plus le cas. Et donner au fond aux acteurs de notre région une possibilité finalement de travailler un peu sur l'avant-garde du développement de l'économie de la donnée. Et on a la chance aujourd'hui dans notre région, on le voit hein, dans des retours que nous pouvons avoir au niveau national ou au niveau européen, aujourd'hui, de voir que l'Occitanie, pas seulement à cause d'Occitanie Data, bien entendu, d'abord, premièrement, à cause de ses acteurs, deuxièmement, à cause aussi de tous les acteurs structurants comme Digital 113,
est vue comme une région très dynamique dans le domaine du numérique. Et évidemment, il faut continuer cet accompagnement. Et donc, pour continuer cet accompagnement et pour monter encore en puissance, on a pris cette décision, c'est-à-dire de créer un groupement d'intérêt public, donc de transformer l'association qui était vue comme provisoire dès le départ. Alors, vous savez que c'était une association qui ne devait vivre qu'un an ou deux, le temps de créer une structure pérenne. Et nous avons fait le choix de travailler sur un groupement d'intérêt public. Le groupement d'intérêt public, donc, à la fois ancrant l'association dans la durée, enfin la structure plutôt dans la durée, marqué par l'intérêt public, qui est un véritable levier sur lequel il y a une vraie attente. On pourra parler, si vous le souhaitez, de la question de la relation des citoyens au numérique, qui est une relation très ambivalente en réalité, et sur laquelle la question de la confiance est une question cruciale. Et c'est pour ça que nous, le cadre même qu'on veut créer, c'est bien un cadre de confiance pour l'économie de la donnée. On ne pourra rien faire si on n'établit pas la confiance avec les citoyens, avec les usagers, mais aussi avec les acteurs socio-économiques. Et donc, le GIP est apparu comme étant pertinent. Donc, on a travaillé sur une convention constitutive. Le dépôt de dossier là, vient d'être fait auprès du cabinet du ministre en charge du numérique, Cédric O. Et nous sommes en train de finaliser la liste des membres fondateurs. D'ailleurs, s'il y a des structures qui sont intéressées, qui souhaitent nous rejoindre, il est encore temps, par contre, il faut se dépêcher pour être dans les membres fondateurs. Et le travail du GIP va se faire autour de 4 grands axes. Et je laisserai Olivier prendre le relais, peut-être pour les détailler, mais un axe autour de la facilitation, la mise en relation des acteurs pour pouvoir faire opérer les travaux dont ils ont besoin. Un axe d'accompagnement, un accompagnement éthique, avec un service qui déjà aujourd'hui commence à être mis en place, mais aussi un accompagnement sur du montage de projet, de la création, de l'accompagnement de consortium. On est sur plusieurs projets en ce moment autour de ça, sur des réponses à des appels à projets. Un axe aussi d'animation, participer à cette vie d'ailleurs qui est très riche en Occitanie. Évidemment, Digital 113 fait beaucoup d'opérations, mais on en a d'autres. On a la mêlée numérique, on a tout ce qui se passe autour d'Amity et de Toulouse ISEA sur Toulouse, sur Montpellier avec la Cité de l'économie et des métiers de demain et les différents acteurs qui sont impliqués. Enfin, voilà, on a un dynamisme local qui est important et donc on interagit avec ces différents acteurs pour participer à l'animation autour de cette question de la data dans notre région. Alors, j'ai oublié de dire, le GIP va s'étendre et prendre une envergure nationale, puisque beaucoup d'acteurs qui sont là aujourd'hui ne sont pas des acteurs spécifiquement régionaux. Enfin, ils peuvent être éventuellement implantés en région, mais avoir un champ d'action qui dépasse très, très largement la région. Donc, on prend ce tournant-là. On reste quand même ancré en Occitanie, avec un siège qui reste en Occitanie. Évidemment, une force dans cet ancrage territorial qui va rester. Et donc, cette question d'animation, elle sera sur 2 niveaux, à un niveau régional, mais aussi à un niveau national, et qui permettra d'ailleurs une mise en relation plus aisée dans le domaine de la facilitation. Et puis, un dernier axe, c'est celui de la labellisation, notamment labellisation éthique. Avant de passer la parole à Olivier, peut-être évoquer, puisque j'ai évoqué les différents axes de travail sur le côté éthique, économique et use case, évoquer évidemment le côté des solutions techniques, dont Magali est l'animatrice, qui en fait sert à travailler sur, j'ai envie de dire, le back-office pour que tout ça puisse fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que la facilitation soit meilleure? On travaille sur un catalogage aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une visibilité au fond des données qu'il y a chez les différents membres d'Occitanie Data. Comment, ça c'est plutôt plus prospectif, on arrive à détecter les plateformes de data sharing, de partage des données qui peuvent être compatibles avec nos valeurs, sur lesquelles on peut s'appuyer pour vraiment opérationnaliser les choses, ou des contacts aussi avec des acteurs comme TerraLab par exemple, ou GaiaX. Olivier, je te passe le relais peut-être pour présenter un peu plus en détail les actions, sauf si vous avez des questions, vous nous interrompez bien entendu, mais en attendant qu'il y ait des questions, Olivier, vas-y, je t'en prie.
Donc, bonjour à tous, du coup. Effectivement, pour aller peut-être plus dans le détail sur l'offre de services qu'a présenté Bertrand, qui est donc articulée sur ces 4 axes, animation, facilitation, accompagnement et labellisation. La partie animation, c'est évidemment, si vous êtes, alors pour ceux qui sont membres de Digital 113 ou qui ont l'habitude d'appartenir à un cluster, ça va sembler évident. C'est toute cette partie d'organisation d'événements sur des thématiques qui sont les nôtres, en l'occurrence data IA, mais avec une approche confiance, éthique ou modèle économique, ce dont on vient de parler. Donc ça, je parle d'événements ouverts. Alors évidemment, avec la période qu'on connaît depuis un an, c'est un peu compliqué, bien qu'on puisse en faire, et on en fait en tant que co-organisateur en version digitale. Hein. Mais on avait organisé, je pense que ça remonte à février 2020, le dernier événement présentiel qu'on avait fait à l'hôtel de région. On organise aussi, sinon, on organise autour de commissions et de cercles. Ce sont les 2 noms de nos groupes de travail internes réservés à nos membres et à nos partenaires pour certains, qui sont sur donc, nos 4 piliers. On a une commission, un cercle éthique et juridique. Un sur les questions de solutions techniques, effectivement piloté par Magali. Un sur les questions de modèle économique, donc qui est piloté notamment par Didier Bosque. À chaque fois, on a un de nos membres qui est responsable. Donc Didier Bosque, Soprasteria, pilote et responsable de la commission modèle économique. La commission éthique, on en a parlé tout à l'heure, c'est Manuel Riel Sebag, qui représente l'Université fédérale. Et une commission et un cercle sur les cas d'usage, qui est piloté par Aerospace Valley. La différence entre commission et cercle, c'est que la commission est vraiment avec des idées de production de livrables sur des questions de propre un peu Occitanie Data, et les cercles, c'est des choses plus larges qui se réunissent de façon moins fréquente, moins régulière que les commissions, où là on est plus autour de retour d'expérience, de partage de connaissances. Voilà. On est également sur toute une partie de veille et de partage d'informations par rapport, Bertrand l'a dit, on est devenu un acteur plutôt reconnu au niveau national, voire international. On a des connexions, que ce soit au niveau étatique avec le Health Hub, on a eu déjà quelques réunions avec eux. Ça peut être avec Ecolab au ministère de la Transition environnementale. On a des connexions aussi avec la DINUM, et puis ça peut être au niveau européen. On fait partie de l'association Big Data Value Association. On est aussi en contact avec des consortiums de type Trust, de type la DXA. Et donc tout ça, ça nourrit beaucoup d'échanges. Ça nous permet d'avoir aussi une visibilité parfois sur des appels d'offres ou des réglementations en cours qui arrivent, de pouvoir aussi participer, par exemple, quand la Commission européenne a publié son projet de réglementation Data Governance Act. On a été sollicité par la DGE pour leur faire part de notre avis, de notre sentiment, de nos recommandations sur ce texte, pour pouvoir le faire évoluer derrière. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on mène aussi, et pour lequel on essaie de faire passer, de faire descendre ou remonter, suivant les infos entre nos membres et tout cet écosystème national et international. La partie facilitateur, là, c'est vraiment... c'est un peu quelque part le premier cœur d'Occitanie Data, cette capacité à faire du connecting people entre des structures qui, pour certaines, peut-être effectivement se connaissent. Alors effectivement, quand on a Météo France dans nos membres ou le CNES, tout le monde connaît Météo France ou le CNES. Pour autant, est-ce que c'est simple d'aller les contacter pour, quand on a un cas d'usage, quand on a des questions de partage ou d'accès à la donnée, et puis on a des acteurs qui ne se connaissent pas forcément plus, qui ne savent pas forcément ce que fait l'un ou l'autre. Et donc, Occitanie Data, c'est cette capacité à les mettre ensemble, à les connecter, à avoir ce rôle donc de facilitation pour permettre l'émergence de cas d'usage, de projets qui peuvent être effectivement soit à but d'intérêt général ou commerciaux. Donc, on a toute cette action-là, identifier les bonnes structures aussi qui pourraient intervenir dans la réponse à un appel à projet, par exemple. C'est là-dedans aussi que s'inscrit, mais ça travaille après sur le plus long terme, la question du catalogage des sources de données disponibles au sein de l'écosystème d'Occitanie Data. Donc là, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas simple, mais qui se fait et qui a été souvent réclamé par les acteurs qu'on pouvait rencontrer, de savoir quels sont les types de sources disponibles, chez qui, comment on peut y accéder. Il s'agit bien d'un catalogage des sources de données, pas de faire un gros data lake et de mettre tout en accès libre. Hein.
Ça, c'est la partie facilitation. L'autre grosse partie pour nous, c'est évidemment l'accompagnement. Bertrand en a pas mal parlé. Un accompagnement qui est là aussi logique quand on veut être un acteur. On a parlé, alors, on a évolué au fur et à mesure. On parlait au moment donné de tiers de confiance. Je parle au fur et à mesure de notre histoire depuis 2 ans. C'est à la fois court et long. On s'est présenté parfois comme tiers de confiance, parfois comme espace de confiance, mais en tout cas, c'est acteur de confiance. Je pense que globalement, ça regroupe bien le terme. Et cette confiance, on peut l'amener en faisant un accompagnement spécifique, par exemple, autour de l'éthique, puisque c'est notre axe fort qu'on a travaillé depuis le début, et sur lequel on a du coup des références, et qui nous permet de faire des recommandations, une analyse spécifique sur un cas d'usage. On l'a fait avec Grégoire, il en parlera tout à l'heure. On l'a fait avec quelques autres cas et on continue à le faire. Et on vient d'être sollicité pour un autre projet sur le littoral languedocien, où on peut apporter à la fois un premier niveau qui peut être une alerte des points de vigilance, faire sortir des points de vigilance quand tu as un cas d'usage. C'est toujours sur un cas d'usage, ce n'est pas sur une structure. C'est sur un cas d'usage concret. Et puis, si la structure veut aller un peu plus loin, on va au-delà des points de vigilance et là, on fait un accompagnement avec des recommandations, des propositions d'évolution pour coller au maximum aux valeurs qu'on porte, aux valeurs qui sont écrites dans notre charte éthique. Et on parle bien, c'est peut-être un point important à préciser, d'éthique au sens large du terme. Ce n'est pas juste la problématique du RGPD, des données personnelles. On est aussi sur l'éthique, c'est aussi la prise en compte de l'impact du numérique sur l'environnement. C'est aussi la problématique des biais dans les algorithmes, c'est l'explicabilité et la transparence sur le fonctionnement de ces algorithmes, c'est l'inclusion des citoyens dans la construction au départ de ces projets à partir du moment où ils peuvent être concernés. Voilà, c'est vraiment éthique au sens large. Cette fonction d'accompagnement, on la propose aussi pour ce qui pourrait être, ce qu'on pourrait qualifier d'AMO, à l'émergence de cas d'usage, qui encore une fois ont des problématiques de confiance. Il ne s'agit pas de faire ce que peuvent faire des structures existantes déjà et proposant qui sont très compétentes pour proposer de l'accompagnement à savoir utiliser ces datas, à les ouvrir, etc. Nous, c'est vraiment à partir du moment où il y a des problématiques de confiance, où on est sur de la donnée sensible ou alors sur une structure voilà, qui elle-même est sensible. Bref, nous, on peut avoir cette action d'aider au partage, à l'émergence autour d'un cas d'usage, utilisation et la valorisation de ces données. Voilà en gros pour la partie accompagnement. Oui, il me semble que j'en oublie un autre, mais ça devrait être bon. Et puis la partie labellisation, ça c'est quelque chose qui est comme on dit, work in progress, où on est en train, pour ne pas être jugé parti, puisqu'on fait justement cette partie accompagnement, on est sur le point de recruter, de publier un marché pour trouver un prestataire qui nous fasse un auditeur, qui soit un auditeur indépendant, qui puisse derrière nous rendre un avis contraignant, qu'on suivra, et pouvoir d'ailleurs attribuer un label qui sera le label Equitia, labellisant là encore, non pas une structure, mais un cas d'usage qui serait vraiment respectueux des valeurs qu'on porte. Voilà à peu près l'offre de service qu'on travaille qui est pas forcément complètement figé, parce que c'est ce qu'on travaille depuis la fin d'année dernière et ce début d'année 2021. Mais voilà, en gros, Bertrand, si j'ai rien oublié, l'offre qu'on porte et qu'on va développer fortement cette année. Non, je crois que tu as été assez complet. Merci Olivier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interventions, des commentaires avant qu'on continue? Parce qu'après, je vois que Grégoire est arrivé, donc il va falloir aussi prendre la suite. Benoît Chabrier. Oui, merci Bertrand. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Oui, merci pour l'introduction qui présente bien les blocages, les enjeux, les solutions. Le RGPD a modifié notre loi informatique et liberté, donc en ajoutant cette notion un peu vague d'intérêt général, de service d'intérêt général qui est assez floue. La France fait valoir depuis des dizaines d'années son exception pour ses services publics à la française. Donc j'imagine que dans le RGPD, ce n'est pas forcément très clair et dans la loi informatique non plus. Donc félicitations à Occitanie Data qui a su rendre un peu plus net en mode commando cette notion d'intérêt général, en mode commando dans le sens opérationnel. Ma question, c'est au-delà des 4 axes cités du nouveau GIP,
je pense que vous avez un devoir quand même de plaidoyer, d'évangéliser nos institutions et notamment nos décideurs et le législateur notamment sur cette question de la donnée. Donc, voilà, d'après vous, est-ce que vous avez commencé, j'imagine que oui, parce que je crois que vous avez été reçu par Éric Bothorel, donc est-ce que vous avez commencé ce plaidoyer et comment vous verriez en fait au niveau réglementaire enfin, de quoi on aurait besoin aujourd'hui pour mieux prendre en compte ces sujets au niveau réglementaire, parce qu'on a effectivement un vide aujourd'hui réglementaire. Voilà. Oui, merci Benoît. C'est une question vaste que tu poses, mais qui est importante. Hein. Effectivement, l'évangélisation, enfin, ou en tout cas le fait d'essayer de porter d'abord la data et ses problématiques comme un sujet qui est un sujet politique, dans le meilleur sens du terme, bien entendu, hein, mais pas un sujet purement technique. Ça, c'est un axe pour nous important. Pour prendre une anecdote, bon, je suis mathématicien, je me suis retrouvé souvent dans des conférences où je voyais des mathématiciens travailler sur la manière de reconstituer des jeux de données incomplets. Mais ils n'étaient pas incomplets parce qu'en fait, il manquait, ou les données manquantes étaient inexistantes. Et tout simplement, ils ne pouvaient pas y accéder. Et donc, la question que je me posais tout le temps, c'est c'est super stimulant au niveau mathématique hein, d'essayer de créer la manière dont on va arriver à pallier cette difficulté-là. Peut-être qu'on pourrait aussi tout simplement prendre un autre axe qui n'est plus du tout un axe mathématique, c'est comment on arrive à avoir accès à ces données qui sont peut-être manquantes dans le jeu de données, mais qui pourtant existent quelque part. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la science, de la techno, on est dans le domaine de l'organisation, de la politique, c'est-à-dire finalement comment je fais en sorte de donner confiance. Hein, et après tout, en politique, la confiance est un sujet extrêmement important. Hein. On parle bien de la confiance des électeurs, mais plus largement, c'est la question de la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, des organisations qui vont avoir leurs données pour pouvoir justement faire des usages qui soient pertinents. Et donc, pour revenir vraiment très précisément à la question que tu poses, Benoît, le point, c'est justement celui-là, c'est-à-dire d'essayer de faire passer le message que si on veut arriver à porter les cas d'usage qu'on a, et on pourra reparler de ça autour du cas d'usage de Grégoire, par exemple, hein, mais je peux porter aussi d'autres réflexions, je vais le faire dans un instant. Il faut vraiment se pencher sur cette problématique de la confiance. Je l'évoquais tout à l'heure, on a fait une étude il y a maintenant 18 mois sur la relation des citoyens au numérique. On a fait ça sous deux formes, une forme quantitative, un sondage donc, et une forme qualitative avec des panels des panels de citoyens qui étaient interrogés hein, par un institut. Et les résultats ont été extrêmement intéressants parce que, premièrement, ils montraient que la population était en gros divisée par moitié entre ceux qui considèrent que le numérique va avoir des retombées positives, hein, pour faire simple, et l'autre moitié qui considère que ça va avoir des retombées négatives. C'est quand même pas rien hein, de se dire ça. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans une population ni totalement réfractaire, ni totalement enthousiaste, mais finalement très, très partagée, et partagée souvent d'ailleurs pour des bonnes raisons, en tout cas des raisons qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte très sérieusement. Deuxième chose, on a testé les citoyens sur, au fond, la manière dont ils considéraient que dans divers secteurs d'activité ou certains types d'organisations, mais il y avait plus ou moins d'intérêt ou de confiance. Et là, de manière très nette, ressortait en haut de la pile, dans les acteurs qui leur donnent confiance, d'une part, les acteurs de la recherche et de la santé, ce qui est très classique hein, par rapport à toutes les études de confiance, donc on était très cohérents, mais aussi les collectivités territoriales plus que l'État. Et en l'occurrence, ce qui inquiète toujours dans l'État, c'est plutôt l'État régalien, hein, police, impôts, justice, dont ne sont pas dotés du tout les compétences en termes de compétences les collectivités territoriales et qui apparaissent comme plus proches. Ça, c'est une source de confiance. Et puis, en bas de l'échelle, on avait les réseaux sociaux, par exemple, et un certain nombre d'acteurs. C'est très important d'avoir tous ces éléments-là en tête parce que quand on veut justement avancer,
il faut savoir sur quels acteurs se mettre. Pour vous donner une réflexion personnelle, quand il y a un peu moins d'un an, il a été question de faire une application de traçage qui s'appelait donc au départ Stop Covid, maintenant ça s'appelle Anti-Covid, et dont on sait les débats extrêmement vifs que cela a entraîné. Moi, j'ai la conviction qu'il y a eu une erreur initiale sur le portage d'un tel projet. Le fait de le faire porter et de l'annoncer par la voix du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, d'emblée, donner un axe qui, évidemment, prêtait le flanc à la question de la surveillance. Ça aurait été porté par des scientifiques et avec une infrastructure clairement adossée, par exemple, sur des plateformes académiques. Ma conviction, c'est que ça aurait été différent. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler toutes ces dimensions-là quand des projets sont conduits. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je pense qu'un GIP comme Equitia pourra jouer un rôle important parce que, justement, il aura à la fois ce côté d'intérêt public, mais aussi une forme de distance nécessaire vis-à-vis de certains acteurs du pouvoir, quels qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, même si, évidemment, ils seront de fait partie prenante de ça, mais dans un équilibre qui lui-même a été vu, et ça c'était très frappant dans l'enquête qualitative, vu comme une condition de la confiance. C'était très marrant quand on l'interrogeait dans le sondage qualitatif, est-ce que, en gros, vous avez plus de confiance dans le public pour mettre en place une plateforme qui permettra de faire du partage innovant de données ou dans le privé? C'était ni l'un ni l'autre, c'était ensemble. Ce qui ressortait très clairement, c'était ensemble. En gros, on a besoin du public parce que c'est un garant de l'intérêt général. On a besoin du privé parce que c'est aussi un garant d'efficacité. Et je trouve ça tout à fait intéressant, au fond, de le travailler comme ça, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, et pour terminer sur ma réponse à ta question, Benoît, je crois qu'il faut qu'on arrive à dégager la manière dont on outille, au fond, aussi les acteurs décisionnaires pour pouvoir s'appuyer sur des choses qui vont générer de la confiance. Et enfin, en dernier lieu, puisque tu poses la question réglementaire, moi, j'avoue, je ne suis pas du tout convaincu, mais peut-être ai-je tort, donc je suis tout à fait ouvert à la discussion sur le fait qu'il y ait besoin de réglementation supplémentaire. Moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'on est dans un champ où on a une réglementation que le RGPD qui est une force. Elle est une force parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, au niveau international, a amené beaucoup d'acteurs à se positionner vis-à-vis du RGPD et à un peu dupliquer cette réglementation ailleurs. Et elle est une force parce qu'en fait, elle permet des degrés de liberté dont il faut simplement savoir se saisir. Là où on a un sujet, c'est peut-être pas tant est-ce que la réglementation est la bonne ou pas, mais comment on l'applique. Est-ce que justement, on arrive à pleinement prendre cette exception au RGPD que j'ai évoquée tout à l'heure pour pouvoir traiter des traitements de données dans le domaine de l'intérêt public, est-ce qu'on arrive à le rendre opérationnel? Or, de fait, cette exception, elle existe depuis longtemps, mais c'est vrai que la manière dont c'est appliqué aujourd'hui est une manière, je vais le dire vite, qui fait très peur, au sens où beaucoup d'acteurs, déjà, ne savent même pas que c'est possible, et ensuite, s'ils savent que c'est possible, se disent on va rentrer dans un tunnel administratif de contrôle, de validation qui nous paraît compliqué, on va y passer beaucoup de temps, pendant ce temps-là, les autres avancent, et je ne rentre même pas dans le sujet parce qu'au final, on va se faire dépasser. Et ça, il faut effectivement en sortir. Donc là, c'est plutôt un travail, on a initié une discussion avec la CNIL, il faut qu'on et on va la prolonger là, dans les mois qui viennent, pour justement voir comment on arrive à opérationnaliser quelque chose qui soit beaucoup plus rapide, ça c'est essentiel, beaucoup plus rapide, pour que les acteurs ne soient pas freinés. On est dans un monde qui va extrêmement vite dans le domaine du numérique, et donc bien entendu, il faut que les acteurs puissent avoir des réponses rapides, parce que sinon, ils ne vont pas y aller. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Benoît, à tes questions, enfin en tout cas, quelques commentaires par rapport à ta question intéressante. Peut-être juste un complément par rapport à la question. Quelque part, ce rôle un peu de lobbying, en fait, on le fait. On a évoqué effectivement tout à l'heure, Bertrand a parlé de la CNIL avec qui alors ça commence à faire, mais on avait eu déjà des premiers échanges, c'était post-confinement, mais on en a régulièrement avec l'Agence nationale de cohésion des territoires.
On en a avec, j'ai cité Ecolab, ministère de la Transition énergétique, transition environnementale. On a eu récemment un échange très intéressant avec un responsable du cabinet de la ministre de la Transformation, Amélie de Montchalin, qui a dit tout l'intérêt qu'il portait à nos activités et qu'il voulait garder là aussi le contact. On est aussi avec la DGE, donc Bercy. Et avec tous ces acteurs, on fait cette action de lobbying pour porter nos valeurs et notre vision de ce que c'est qu'un numérique tel qu'on l'envisage. Et en tout cas, on est aussi très, très... quel est le terme il me manque le mot, mais très satisfait des orientations que prend depuis 1 an la Commission européenne, portée notamment par Thierry Breton. Vraiment, on s'inscrit aussi largement dans ce chemin. Et Bertrand a aussi des échanges avec la DG Connect au niveau européen. Donc voilà, on fait ce travail-là en tout cas. Parfait, merci messieurs. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à Grégoire? Je pense que tout le monde a envie maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, Grégoire. Je suis prêt. Tu es prêt? S'il y a d'autres questions. Est-ce que Jean-Louis, on passe à Grégoire peut-être? Ça me paraît... Parce que là, on est dans l'illustration maintenant. Les gens ont envie de voir des choses. En plus, c'est un magnifique... Avant que tu commences, Grégoire, juste pour dire qu'il y a 1 an exactement, hein, on était en plein début de Covid et on s'est réunis en urgence en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter à Occitanie Data là-dessus. Et très rapidement a émergé un use case porté par Grégoire et donc qui c'est bien développé tout au cours de l'année, donc on en est très heureux. Donc, à toi, avant que Jean-Louis veuille faire une introduction peut-être. Jean-Louis, est-ce que je prends le relais? C'est toi qui vois. Comme on ne t'entend pas, Jean-Louis, il vaut mieux qu'il prenne le relais. Ça marche. Oui. Pardon. Ok, ça marche. Bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Olivier. Je me présente très rapidement. Donc, Grégoire Mercier, moi je suis co-animateur de cette factory e-santé pour la partie Montpellier. Et puis, je suis cofondateur de CanopyMed, qui est une start-up qui développe des outils prédictifs en santé et qui d'ailleurs était membre d'Occitanie Data et est membre fondateur d'Equitia. Et la proposition aujourd'hui, après les 2 interventions de Bertrand et d'Olivier, c'est d'illustrer, je pense, principalement, de rendre concret, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Occitanie Data et Equitia apportent en fait dans le parcours d'une start-up. Et pour ça, on va partir d'un cas d'usage. Je n'ai pas de diapo, mais je pense que ce n'est pas du tout utile. Je ne vais pas tout décrire en détail parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours de développement, évidemment. Donc, je ne vais pas expliciter à 100% ce qu'on est en train de faire, mais l'idée, l'objectif pour moi, c'est de vous faire comprendre à quelles étapes du projet on a interagi avec, donc à l'époque, Occitanie Data et maintenant Equitia, et puis qu'est-ce que ça apporte, et puis après quelques réflexions un peu générales sur l'intérêt de la démarche et sur la place dans l'écosystème. Je vous décris le cas d'usage très rapidement. C'était effectivement au printemps dernier, dans le cadre du Covid. Il se trouve que CanopyMed, on travaille nous sur des outils prédictifs et dont certains fonctionnent non pas à l'échelle du patient, mais à l'échelle du territoire, à l'échelle de la zone géographique. Et en fait, on s'est dit, par rapport à la gestion de la crise, il y a un enjeu général qui est territorialisé ou qui est adapté ou qui est, en tout cas, dans la gestion de la crise, prendre en compte les particularités de chaque territoire. C'est vrai pour les stratégies de dépistage, c'est vrai pour les campagnes de vaccination, c'est vrai même maintenant, on le voit, pour les stratégies de confinement, déconfinement, reconfinement. En tout cas, il y avait cet enjeu. Et donc, on a commencé à développer un outil. Et finalement, pour développer cet outil, on a besoin de données de santé. Donc là, nous, c'était notre expertise, notre métier, notre cœur de métier. On a aussi besoin de données environnementales, on a besoin de données socio-économiques. Et en fait, on a très vite échangé avec Occitanie Data à l'époque. Et je pense que la première interaction, c'était sur l'identification de partenaires, y compris de partenaires potentiellement capables de fournir des données.
dans le cadre d'un partenariat qui, à l'époque, était entre le CHU et Canopimed, le CHU de Montpellier et Canopimed. Et en fait, c'était la première, je pense, réalisation concrète, hein, la première pierre apportée à l'édifice, nous mettre en relation avec, par exemple, Météo France ou Orange, c'est-à-dire des partenaires capables non seulement d'apporter des données, mais aussi d'apporter une expertise sur les données, de façon à pouvoir compléter l'éventail des données sur lesquelles notre outil s'appuie. Donc, c'est un exemple en fait, qui paraît un petit peu simple. On aurait pu décrocher de notre téléphone et appeler Météo France, évidemment, mais on imagine bien que dans le contexte de la crise aiguë, le résultat n'est pas le même. Et en plus, il y a encore une fois cette question de ce point de cadre de confiance, c'est-à-dire que c'était à l'époque, moi j'ai vu comme un espace en fait, de discussion où il y avait ce cadre de confiance, et je pense que ça a joué un rôle important. Ensuite, le deuxième point, et là j'avance un petit peu dans le temps, mais on a rapidement avancé sur le POC et on s'est aperçu en gros qu'il y avait des enjeux techniques de modélisation, d'IA, de standardisation des données, mais ça c'est des enjeux qu'on maîtrisait nous bien. Et il y avait des enjeux en fait juridiques dans une certaine mesure, mais comme on n'est pas sur des données personnelles, les enjeux juridiques ne sont pas forcément au premier plan, et il y avait surtout des enjeux éthiques. Et là, ce qu'a fait Occitanie Data dans le cadre du projet, c'est une analyse. Alors là encore, on peut se dire une analyse éthique sur un projet qui ne manipule pas de données personnelles de santé, à quoi bon? Mais en fait, ce type d'outil qu'on a développé pose des questions qui sont extrêmement importantes et au cœur des enjeux liés à la donnée aujourd'hui, des enjeux, par exemple, de transparence. C'est-à-dire, OK, on manipule des données qui ne sont pas personnelles, mais on manipule des données complexes avec des algorithmes complexes, donc jusqu'où on va dans la transparence, l'explicabilité. Un deuxième enjeu qu'on a identifié, qui était identifié par l'analyse d'Occitanie Data, c'était la notion de stigmatisation. On ne travaille pas sur des individus, mais on travaille sur des zones géographiques, parfois sur des quartiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants, pour les collectivités territoriales? Et comment concrètement on peut, quand on développe et quand on met en place l'outil, anticiper ces sujets. Et puis, il y avait un dernier point qui a été identifié, c'était la notion d'impact. C'est un outil qui a vocation à faire de l'aide à la décision et donc qui peut conduire à des décisions. Et si ces décisions sont appuyées sur des résultats qui sont biaisés, par exemple, on peut avoir des effets contre-productifs. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est simplement 3 axes que je choisis dans l'analyse qui a été faite à l'époque. Mais ça nous a vraiment apporté un éclairage sur ces aspects éthiques. Et pour être tout à fait honnête, jusqu'à ce projet, on réduisait assez facilement les aspects éthiques aux notions de confidentialité quand on manipule des données personnelles. Et ce n'est pas toujours évident d'être capable d'analyser, de prendre du recul sur ces questions éthiques et juridiques quand on sort de ce cadre. Donc, voilà, là, un accompagnement sous forme, concrètement, d'un rapport, hein, d'une analyse sur les enjeux éthiques et juridiques. Et puis, alors là, j'avance encore dans le temps rapidement. On s'est aperçu que ce concept, en fait, de superposer des données, en gros, territoriales, hein, pouvait servir à d'autres cas d'usage et qu'on pouvait même généraliser un petit peu l'approche. Donc, c'est ce qu'on appelle jumeau numérique territorial ou populationnel. Et donc, petit à petit, on imagine d'autres cas d'usage. Et là, on a une troisième interaction avec donc Equitia maintenant, puisque c'est plus Occitanie Data, sur l'identification d'appels à projets, un appel à projet européen qui correspond exactement à cette thématique, et l'identification de partenaires. Donc vraiment, en fait, le montage de consortium pour arriver à répondre à l'appel à projet. Ce qui va aussi se faire, ce qui a été évoqué par Olivier, c'est la notion d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire même être capable de nous aider à rédiger l'appel à projet pour maximiser les chances de réussite. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore actionnées, mais qui, je pense, vont se faire assez rapidement. Donc, à travers ces 3 exemples, hein, vous voyez, dans une phase très précoce, identifier des partenaires, des fournisseurs de données, et puis mettre les gens autour de la table. Dans une deuxième phase, produire vraiment en fait, une expertise, hein, c'est-à-dire un avis sur les enjeux éthiques et juridiques du projet.
Et puis, dans une troisième phase qui correspondrait à une phase, on va dire, de passage à l'échelle, hein, d'industrialisation, identifier un appel à projet, des partenaires potentiels pour le projet et éventuellement peut-être jusqu'à l'AMO dans la rédaction de la réponse à l'appel à projet. Et donc, voilà, évidemment, si vous voulez que je revienne sur certains de ces points, je le ferai, je pense, tout à l'heure avec plaisir, mais je voulais simplement, moi, livrer deux réflexions qui sont assez générales suite à cette expérience. D'abord, je pense, ça a été dit, et c'est au cœur du projet Equitia, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que même si il n'y a pas forcément d'enjeux de secret industriel ou d'enjeux juridiques ou d'enjeux éthiques, il y a quand même une notion de confiance, de cadre de confiance, qui, moi, je pense, du point de vue d'une start-up, fait partie en fait de la proposition de création de valeur. C'est-à-dire s'inscrire dans cette démarche, et ce n'est pas de l'affichage, hein, c'est des choses qui sont concrètes. S'inscrire dans cette démarche, c'est vraiment, je pense, considérer que, en fait, apporter aussi à des clients, à des partenaires, un cadre de confiance, ça fait partie de la création de valeur. Et puis le deuxième point, la deuxième réflexion est beaucoup plus générale. Je pense que Equitia aujourd'hui, donc certes, le point de départ, c'est l'Occitanie, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. Je peux peut-être me tromper, hein, mais je connais maintenant assez bien l'écosystème. Et je pense que c'est un enjeu majeur quand on réfléchit à la place en fait, de la France, mais finalement de l'Europe, hein, dans le monde de la e-santé de demain. On voit bien que si on n'adresse pas correctement ces enjeux liés à la gouvernance, liés à la confiance, je pense qu'on passe à côté de ce qui doit être notre place sur l'échiquier. Mais c'est une réflexion assez personnelle, mais que je voulais partager avec vous parce que c'est intéressant, même si on part d'accompagnement très concret, en fait, derrière, il y a tout ça, quoi. Donc, voilà, j'ai fini, moi, le témoignage que je voulais apporter, l'illustration. Je reprends aussi la main en tant qu'animateur, donc évidemment, si vous avez des questions, des réflexions, on a encore, je pense, on a encore du temps, là. Hein. Alors, est-ce qu'on a parlé une démo? Je ne sais pas si tu as des trucs à leur montrer, Grégoire. Pas des images, des choses comme ça, c'est ce que tu as pu faire. Alors, je vais essayer de trouver. Après, on est en discussion avec des partenaires, donc je ne veux pas trop… C'est ça, ouais, c'est ça la difficulté. Hein, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bien. Alors. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions soit sur l'intervention de Bertrand, d'Olivier, ou sur le complément que j'ai apporté, ou… Non. Ils sont tous morts de faim, en fait. Je pense. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas partis au resto, hein, ni au bistrot. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais... Je vais éventuellement, je sais pas, faire un commentaire qui peut amener quelque chose. Donc, David Peyric, merci beaucoup à tous les intervenants. Voilà, je suis le PDG de Dexter. Donc, on est une start-up en région toulousaine qui faisons du logiciel pour les sciences de la vie. Donc un petit peu sur la partie médicale, mais je dis un petit peu parce qu'on est plus sur les données plus de sciences de la vie avec entre autres les entreprises pharmaceutiques. Et où on a d'ailleurs été contacté par Equitia pour la partie référencement, catalogage des solutions. Et donc merci à tous les intervenants et merci aussi effectivement aussi pour vraiment cette initiative autour d'Equitia et d'Occitanie Data qui, je pense, ça a été dit à plusieurs moments, mais est une initiative et au-delà d'une initiative, quelque chose qui peut être vraiment très structurant dans ce monde de la data, donc dans lequel nous sommes et qui a besoin justement de se structurer. Et quand je dis de se structurer, et je pense que ça fait partie des différentes missions qu'aujourd'hui peut amener Equitia, il y a la partie évangélisation auprès des entreprises, par exemple, mais ça peut être aussi auprès, évidemment, des partenaires publics avec lesquels nous, on travaille moins. Mais
où nous, on est confronté à ce manque de maturité, en fait, à une maturité qui est relativement faible au sein des entreprises. Et je pense que toute initiative, justement, qui vise un petit peu à mieux comprendre les enjeux autour de la donnée, vont permettre justement d'avancer dans un cadre, effectivement, certainement un peu moins Far West que ce que les GAFAM nous proposent aujourd'hui. Et donc ça, c'est quand même vraiment bien. Et j'aime beaucoup ta réflexion, effectivement, Grégoire aussi, en disant la place de l'Europe autour de la donnée. Ben ouais, je crois qu'aujourd'hui, ça serait mieux quand même que l'Europe trace sa route autre que ce que peut proposer la Chine ou effectivement les États-Unis, par exemple. Et donc, nous, effectivement, aujourd'hui, dans l'entreprise, donc on travaille principalement avec des acteurs privés et je dirais les enjeux sont plutôt des enjeux, comme je disais, autour de la maturité, autour des données. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des travaux intéressants que vous faites et que vous amenez, Grégoire, de ce que tu as dit dans le cadre de use case, on va dire de l'accompagnement avec potentiellement un client, donc une start-up et un professionnel, justement de l'accompagnement pour aller un petit peu au-delà de juste, effectivement, on a plein de données, on ne s'en sort pas, ou on a plein de données, on aimerait en faire quelque chose, et d'aborder ça non pas uniquement comme la donnée est une source de valorisation, mais c'est la donnée qui va quand même au-delà avec les aspects éthiques, avec les aspects justement, oui, valorisation, mais derrière aussi ce que ça peut apporter, ce que ça peut apporter pour l'entreprise et aussi certainement ce que ça peut apporter pour le bien public, le bien commun. Parce qu'il y a aussi de ça, savoir beaucoup de données dans les entreprises privées qui ne sont pas exploitées, certes pour eux, ok, mais aussi qui pourraient vraiment apporter énormément voilà, au bien commun. Et c'est intéressant de voir que justement, il y a quand même ces initiatives d'open data que d'abord les organismes publics font de plus en plus, que certains organismes aussi, enfin entreprises privées font, mais je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a quand même des exemples, comme par exemple, fut une époque où il y avait Danone qui avait donné sa collection de bactéries sur lesquelles ils avaient travaillé. En l'occurrence, là, c'était pour faire des yaourts, mais qui faisaient partie de leur propriété intellectuelle et qu'ils ont finalement donné à la communauté. Et je trouve que ce type d'initiative est vraiment intéressant et ça ne passe pour moi que par effectivement cette évangélisation de la compréhension de la donnée. Et aujourd'hui, le modèle prédominant, malheureusement, c'est effectivement des modèles de type GAFAM dans lequel la donnée, qui d'ailleurs des fois est un peu cachée, est une captation finalement de la donnée et de la valeur. Ok. Merci David en tout cas pour ce témoignage parce que ça a plein de sens et évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui voudraient témoigner ou poser d'autres questions? Peut-être juste dire un mot, pardon Jean-Louis, qui m'est inspiré par ce que vient de dire David et ce qu'a dit Grégoire juste avant. C'est plus une réflexion, un témoignage. Hein, mais donc moi, j'ai commencé Occitanie Data quelques mois après le lancement, donc je suis arrivé au milieu d'année 2019. Et courant d'année 2019 jusqu'à tout début 2020, au début, je rencontrais encore des responsables de structures économiques ou autres qui pouvaient avoir le discours de dire c'est bien les gars ce que vous faites avec l'éthique, vous êtes bien sympa, mais pendant que vous parlez d'éthique, les Américains et les Chinois, ils font du business. Et très sincèrement, depuis plus d'un an, depuis début 2020, et je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec le Covid, encore que, mais peut-être que ça a accéléré la prise de conscience, j'entends plus du tout ce genre de réflexion. Et justement, quand tu parlais, Grégoire, que l'éthique, ça faisait partie de l'offre de valeur, la création de valeur, en tout cas quoi, l'éthique, la confiance, globalement, et l'éthique étant un axe de la confiance, je pense que c'est compris aujourd'hui par la très grande majorité des acteurs du monde de la donnée, et vraiment, nous, on s'en rend compte. Et c'est vraiment cet axe de différenciation par rapport aux GAFAM, aux BATX et autres, sur lequel il faut évidemment aller, c'est clair.
Ben, moi, je pense que ce qui change quand même, on le voit avec les utilisateurs finaux des solutions, c'est que le RGPD, malgré tout, même s'il n'est pas connu de tout le monde, il a fait progresser la connaissance que les gens ont de la donnée. Et moi, je suis toujours subjugué dans le bon sens du terme par le fait que, étant donné qu'on donne de plus en plus d'informations aux gens, et c'est le but, eh bien, les gens ils posent de plus en plus de questions. Et souvent, ils posent les bonnes questions parce que jamais avant, on nous demandait, mais nos données, vous les stockez où? Jamais dans la santé, on nous demandait ça, ou c'était très rare. Alors que maintenant, c'est pas rare du tout. Nous, au support, c'est très régulier. Donc, du coup, je pense que, comme souvent, le changement, il vient aussi par le bas et par les utilisateurs. Et les utilisateurs, ben, ils ont compris qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire avec leurs données. Donc, moi, je pense qu'il y a une progression de ça et qu'on va vers cette prise de conscience et vers cette composance éthique. Moi, sur le partage, je pense que c'est un enjeu majeur que met en œuvre Occitanie Data parce qu'on voit bien qu'on est dans une région, bon, vous l'avez dit tous, mais on a évidemment des composantes santé fortes, mais des composantes aéronautiques, des composantes de météorologie, des composantes sociologiques. Et on se dit, mais bon sang de bois, comment est-ce qu'on fait qu'on ne peut pas arriver à croiser tout ça plus vite? Donc, Occitanie Data œuvre beaucoup pour ça parce que de toute façon, la donnée, elle devient intelligente, ça on le sait, que si elle est multiple. Et moi, je pense, j'avais envie de dire que, évidemment, Digital 113, on œuvre beaucoup dans Occitanie Data, on représente les entreprises dans Occitanie Data, mais moi, si je peux encourager les gens, c'est adhérer à Occitanie Data, parce que je pense que, non, mais je le dis sans aucun tabou, sans contrainte, parce que, en fait, il faut qu'on montre qu'on a la capacité à fédérer et à entraîner des gens. Je veux dire, c'est la création d'un écosystème. Et la création d'un écosystème, il ne se fait pas qu'avec de la passivité, dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas, Et donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant sur ces sujets-là. On est en train de valoriser un certain nombre de sujets autour de la donnée dans la région. Occitanie Data est au centre et franchement, il faut y aller parce que je pense qu'à un moment donné, une entreprise aura besoin d'un blanc-seing éthique, dans le bon sens du terme, pour rassurer ses clients. Et pour ça, il lui faudra un tiers de confiance. Et je trouve qu'Occitanie Data joue ce rôle de tiers de confiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, si on a fait le tour. Non, après, j'aurai un commentaire, mais d'abord des questions, sinon je rebondirai sur ce que vous venez de dire. Et puis après. Non? Non. Oui, je voudrais rebondir sur justement ce qui a été évoqué là, sur les dernières interventions. Et c'est intéressant. Puis j'aurais envie de revoir David. Je pense qu'on ne s'était pas eu en 2015 hein, à la création de Dexter, c'est ça hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça faisait un moment que je voulais qu'on reprenne la tâche, donc voilà, je suis très heureux qu'on le refasse, puis là qu'on se croise. Non, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de voir que cette question de l'éthique, pour moi, c'est un levier de développement économique. Ce n'est pas un frein. Et c'est effectivement ça qui est en train de se passer. Olivier l'a dit à très juste titre. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nous le dit plus. Prenons le Canada. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, je crois, de participer à l'époque, vous savez, incroyable, là où on pouvait prendre l'avion, partir dans des voyages d'études, un truc qui me paraît d'un autre siècle. Là, en l'occurrence, c'était au Canada, c'était absolument passionnant parce qu'on a rencontré des acteurs très, très intéressants et il faut avoir en tête, évidemment, vous savez que le Canada est un peu à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe, enfin quand même évidemment beaucoup plus près des États-Unis que de l'Europe, mais bon, il y a quand même un petit fond aussi de culture commune. Et donc, pays, en gros, qui commence par avancer et qui se pose la question de la règle plus tard, quoi, hein, pour beaucoup de choses, et donc très en avance, mais avec un obstacle qui s'est notamment vu autour d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le projet Sidewalk Lab. C'est la ville de Toronto qui, peut-être maintenant, je ne sais pas exactement, 3-4 ans, a décidé un projet extrêmement ambitieux dans un quartier qui était un quartier portuaire qui s'appelle Quayside. Donc, c'est des quais hein, vraiment qui étaient à usage industriel, strictement économique, désaffectés. Et ils décident de faire un appel d'offres pour que des entreprises viennent proposer des solutions de Smart City extrêmement innovantes. Ils veulent vraiment développer le noyau de la Smart City pilote au niveau mondial, là. Et il y a une entreprise qui s'appelle Sidewalk Lab qui remporte le marché. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, Sidewalk Labs?
Jean-Louis, oui, ça lui dit quelque chose. Au début, en fait, ça ne dit pas grand-chose quand même aux gens, en fait. Et ils conduisent leur projet. Et puis, les habitants commencent à s'interroger, à s'intéresser au projet. Et puis, ils découvrent que, en fait, SagoClub, c'est une filiale d'un groupe dont le nom n'est pas si connu que ça, c'est Alphabet. Bon, Alphabet a quand même une filiale un peu connue qui s'appelle Google. Et là, les gens commencent à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que Google vient faire dans l'aménagement urbain? Parce que c'était ça quand même, un projet d'aménagement urbain. Alors, bourré de capteurs, d'intelligence artificielle, etc., avec des trucs d'ailleurs intéressants. Bon, honnêtement, j'étais un peu déçu. Enfin, je m'attendais à un truc absolument extraordinaire dans l'innovation. C'était plus une forme de très, très bel assemblage d'ailleurs, mais bon, de techno connus. Bon. Et puis, il commence à y avoir un débat avec la population. Ça devient dangereux. Donc, il y a 2 ans, quand on y était, là, on a rencontré les autorités au niveau de la ville, au niveau de la province, au niveau de l'État, et on voyait bien qu'ils étaient très embêtés, quoi. Ils ne savaient pas comment ça allait avancer. Et au final, SagoClub a mis en place des règles éthiques, a vraiment fait un travail d'ailleurs qui est super intéressant, qui d'ailleurs est open source, dont il faut qu'on s'inspire, parce que franchement, il y a des trucs intéressants. Mais le fait même que ça soit Google derrière a suscité des impossibilités d'avancer qui étaient extrêmement fortes. Et la décision est tombée il y a à peu près 1 an, je crois, peut-être un peu moins. La ville de Toronto, non, ou alors c'est in fine, je crois que c'est SagoClub qui a renoncé à porter son projet. Et ça, c'est très, très important ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que cette domination extrêmement forte qu'exercent les GAFAM aujourd'hui, on a vu que là, elle a eu un temps d'arrêt et qu'il y a des acteurs qui, dans certains secteurs, ne peuvent pas obtenir la confiance. En tout cas, pas aujourd'hui. Et donc, il y en a d'autres qui peuvent jouer un rôle. Et je crois qu'effectivement, ceux qui peuvent jouer un rôle, c'est ceux qui vont d'emblée s'adosser à des choses qui vont permettre de générer cette confiance et qui vont d'emblée traiter la question éthique. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous êtes des chefs d'entreprise, donc vous savez beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas vous donner de leçons, certainement pas. Ce n'est pas du tout mon idée, mais je crois que la question, c'est celle de l'avantage concurrentiel. C'est quoi l'avantage concurrentiel d'une entreprise en Occitanie, en France, en Europe, par rapport à un GAFAM? Ça ne sera pas la puissance financière qu'ont les GAFAM. Évidemment, ça ne sera jamais ça. Ce ne sera pas la capacité d'attirer par des salaires mirobolants, etc. Non. Donc, il faut avoir des facteurs différenciants. La capacité à être présent sur quelque chose qui va générer de la confiance, qui derrière va permettre de conduire des projets qu'eux ne peuvent pas conduire, je pense que ça, c'est un élément qui est extrêmement fort. Et puis peut-être une deuxième anecdote. À cette époque toujours où on pouvait voyager, j'ai passé pas mal de temps à Boston à voir des spécialistes du Big Data et de l'IA à Harvard et au MIT. Et tous disaient que dans leur pays, ils ne pourraient pas faire quelque chose comme ce qu'on est en train de faire avec Occitanie Data. C'était très frappant et c'était des très grandes pointures dans le domaine. Donc, je crois qu'il faut qu'on se dise en Europe que oui, on a aussi des avantages concurrentiels parce qu'on a une manière de penser les sujets, on a une histoire sur laquelle on s'appuie au fond et qui se traduit après très concrètement quand on établit justement ce cadre éthique. C'est aussi en lien avec une forme de philosophie politique qu'on hérite de notre histoire. Eh bien, un peu de nous donner un avantage concurrentiel pour faire des choses que d'autres ne font pas. Et donc, il faut y aller, effectivement. Il faut y aller, il faut y croire et se dire, il faut qu'on se structure pour pouvoir avancer et avoir une offre qui soit différente de celle des Américains, de celle des Chinois et qui soit conforme à nos valeurs. Et je crois que aujourd'hui, de plus en plus de citoyens, en tout cas, sont en attente de ces questions. Voilà donc, ce que je voulais évoquer et merci Jean-Louis pour ton appel à l'adhésion. Tu es un très bon ERP. Je le pense vraiment. Je le pense. Mais effectivement, c'est fort. Alors, si en tout cas vous avez envie de vous inscrire dans cette dynamique, on sera vraiment ravis. Contactez-nous. Olivier vous a transmis dans le chat les coordonnées et donc on est à votre écoute. Merci à tous. Grégoire, je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien, en tant que chef manager de la donnée pour Digital 113 de la santé. Vas-y. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Non, mais je vais être très bref. Hein. À vrai dire, je vais pas redire l'importance, vous avez compris, hein, d'Occitanie Data et d'Equitia dans notre écosystème régional et plus largement. Je pense que c'est aussi un projet collectif dans le sens où si on arrive à se fédérer autour de ces questions, c'est un facteur différenciant en termes de business, certes, mais aussi en termes de projet et en termes de visibilité, je dirais, de la région hein, sur la carte. Donc voilà, non, j'en dirai pas plus. Je vais remercier évidemment tous les participants. J'ai vu une trentaine quasiment tout à l'heure. Donc c'est extrêmement bien pour nos factories santé. Je remercie évidemment Bertrand Montubert, Olivier Auradou pour leur présentation et pour aussi leur enthousiasme sur ces projets qui sont importants, projets qui sont fondamentaux. Et puis, merci Jean-Louis pour la co-animation, c'est toujours un plaisir et quand ça se passe bien, il faut le dire. Donc je le dis et merci beaucoup Eliane pour l'organisation. Et rendez-vous à tous pour la prochaine Factory qu'on va bientôt programmer et sur laquelle on va bientôt communiquer. Alors, ce sera, je me permets, parce que du coup, si tu l'as, vas-y. Ce sera 20 avril. On aura le plaisir d'accueillir Dominique Pont et David Senati pour Occitanie Santé Numérique et ils vont nous parler de toute la dynamique d'investissement de l'État dans la santé numérique. Donc, la date a été arrêtée hier au soir, donc vous allez avoir une petite publicité qui va bien. Ce sera le 20 avril. Voilà. En tout cas, Bertrand et Olivier, encore merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à 13. Au revoir. Bon après-midi. Merci à tous.